Avez-vous déjà aimé quelqu'un en silence? Aimé vraiment, de tout votre être, sans jamais oser prononcer un mot? Si la réponse est oui, Jung a découvert quelque chose sur vous qui va radicalement changer votre façon de comprendre cette expérience. Et ce que les neurosciences d'Huberman ont révélé sur ce qui se passe dans votre cerveau quand vous aimez en secret va vous laisser sans voix. La plupart des gens pensent que l'amour silencieux est simplement un amour non partagé. Ils pensent que c'est de la faiblesse, de la peur du rejet, de la lâcheté émotionnelle. Mais Jung a découvert qu'aimer en silence est l'une des expériences les plus transformatrices qu'une âme puisse vivre. Et Huberman a prouvé que votre cerveau se reconfigure littéralement quand vous traversez ça. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment en vous. Jung a identifié un phénomène qu'il a appelé la projection de l'anima. Quand un homme tombe amoureux, surtout quand il tombe profondément amoureux de quelqu'un qu'il ne peut pas avoir. Il n'est pas simplement attiré par une personne. Il projette sa propre âme féminine, son anima, sur cette personne. La même chose se produit pour les femmes à travers l'animus. Quand une femme aime en silence, elle projette son principe masculin interne sur l'objet de son amour. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas du langage poétique, c'est de la psychologie profonde basée sur des décennies d'observations cliniques. Et voici la partie que personne ne vous raconte. Quand vous aimez en silence, cette projection s'intensifie. Parce qu'il n'y a aucune réalité pour briser l'illusion. Il n'y a aucune interaction réelle pour montrer les failles de la personne. Il n'y a aucun rejet pour vous forcer à récupérer votre projection. L'amour silencieux est la forme la plus pure de projection de l'anima ou de l'animus. Et cela a des conséquences neurologiques profondes. Huberman a étudié ce qui se passe dans le cerveau pendant les états d'attachement intense. Et ce qu'il a découvert valide complètement ce que Jung a intuité il y a plus de 100 ans. Quand vous aimez quelqu'un, surtout quand cet amour n'est pas consommé, deux systèmes neurologiques entrent en conflit direct dans votre cerveau. Le premier est le système de la dopamine. La dopamine n'est pas le plaisir, comme la plupart des gens le pensent. C'est le vouvoirs, c'est la recherche, c'est le désir de quelque chose que vous n'avez pas. Quand vous aimez en silence, votre système dopaminergique entre en surdrive. Chaque pensée sur la personne libère de la dopamine. Chaque fantasme sur ce qui pourrait être. Chaque aperçu de la personne dans la rue. Votre cerveau est constamment baigné dans la dopamine parce que l'objet de votre désir est toujours hors de portée. Mais voici le problème. La dopamine n'est libérée que par l'anticipation, par la recherche, par le désir non réalisé. Au moment où vous obtenez ce que vous voulez, la dopamine chute. Et c'est pourquoi les relations réelles, après la phase initiale, perdent cette intensité. L'amour silencieux, par définition, ne se consomme jamais, ce qui signifie que la dopamine ne chute jamais. Vous êtes pris au piège dans un état permanent de désir intense. C'est neurologiquement équivalent à une addiction. Votre cerveau est littéralement accro à quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir. Mais calmez-vous, parce que ce n'est que la moitié de l'histoire. Le deuxième système est celui de l'ocytocine. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'amour, mais c'est une simplification. L'ocytocine concerne la connexion, l'attachement, l'appartenance, dans les relations normales. L'ocytocine est libérée par le toucher, le regard dans les yeux, la proximité physique, l'intimité sexuelle. Elle crée des liens. Mais dans l'amour silencieux, vous n'avez pas accès à ces formes de libération d'ocytocine. Vous désirez la connexion, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Votre corps aspire à de l'ocytocine qui ne vient PS. Et voici ce que la recherche de 2023 de Kim et Park a découvert. Quand la dopamine et l'ocytocine interagissent dans le striatum, elles réorganisent littéralement vos réseaux neuronaux. Le schéma de connexion entre vos neurones change. Quand vous aimez en silence assez longtemps, votre cerveau se réfaçonne autour de cet amour. Les chemins neuronaux qui traitent cette personne deviennent plus forts, plus établis, plus permanents. Et c'est pourquoi il est si difficile d'oublier quelqu'un que vous avez aimé en silence. Ce n'est pas seulement une mémoire émotionnelle, c'est une architecture neurale. Votre cerveau a littéralement construit des routes dédiées à cette personne. Jung le savait intuitivement.
Il a écrit qu'une projection de l'anima qui n'est jamais récupérée devient une partie permanente de la psyché. La personne projette son âme sur quelqu'un, et si elle ne confronte jamais cette projection, elle se cristallise, elle devient structurelle, maintenant. Vous comprenez pourquoi l'amour silencieux est si transformateur. Vous ne faites pas que ressentir des émotions. Vous réfaçonnez votre cerveau et votre psyché en même temps. Mais pourquoi votre âme porte-t-elle quelque chose que peu comprennent? Que portez-vous exactement? Jung a identifié 5 charges spécifiques que les personnes qui aiment en silence portent, et chacune d'elles a une validation neurologique dans les recherches d'Huberman. La première charge est l'intensification de la perception intérieure. Quand vous aimez en silence, vous êtes forcé de vivre une grande partie de cet amour intérieurement. Il n'y a aucune conversation avec la personne. Il n'y a aucune expérience partagée. Tout ce que vous avez, ce sont vos pensées, vos fantasmes, vos imaginations. Cela force un développement de la vie intérieure que la plupart des gens ne connaissent jamais. Vous apprenez à vivre dans 2 mondes simultanément, le monde extérieur, où la personne existe comme un étranger, et le monde intérieur, où elle est votre compagne d'âme. Jung appelait ce processus le développement de l'imagination active. C'est la capacité d'avoir des expériences psychiques aussi réelles que des expériences physiques. Huberman a identifié que cela est associé au Default Mode Network, le réseau neuronal qui s'active quand nous sommes dans des états d'autoréflexion, d'imagination et de traitement interne. Les personnes qui aiment en silence développent des Default Mode Networks plus robustes. Ce n'est pas un désavantage, c'est un super pouvoir. Une fois que vous développez cette capacité de vivre intensément dans le monde intérieur, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Créativité, résolution de problèmes, méditation, connaissance de soi. L'amour silencieux est un entraînement involontaire pour le développement de la conscience. La deuxième charge est la tolérance à la douleur émotionnelle. Aimer en silence fait mal. Il n'y a aucune autre façon de le dire. Voir la personne que vous aimez, savoir que vous ne pouvez pas la voir, peut-être même la voir avec quelqu'un d'autre, c'est de la douleur pure. Mais voici ce que les neurosciences ont découvert. La douleur émotionnelle et la douleur physique sont traitées par les mêmes régions cérébrales. Le cortex singulaire antérieur ne distingue pas les deux. Pour votre cerveau, un cœur brisé et un os cassé activent les mêmes circuits. Et de la même manière que s'entraîner avec la douleur physique augmente votre tolérance à la douleur physique. Vivre avec la douleur émotionnelle augmente votre tolérance à la douleur émotionnelle. Les personnes qui ont aimé en silence développent une capacité à supporter l'inconfort émotionnel que les autres n'ont tout simplement pas. Elles ont passé des années dans un état de désir chronique. Après cela, la plupart des défis émotionnels paraissent gérables. Jung l'a observé chez ses patients. Ceux qui avaient des histoires d'amour non consommées étaient souvent les plus résilients émotionnellement, non pas parce qu'ils étaient plus forts à l'origine, mais parce que le processus même d'aimer en silence les a fortifiés. La troisième charge est la capacité de projection consciente. La plupart des gens projettent inconsciemment. Tout le temps, ils projettent leurs ombres sur des ennemis, leurs animaux, sur des amants, leurs complexes, sur des autorités. Et ils ne réalisent jamais ce qu'ils font. Mais quand vous aimez en silence, surtout pendant de longues périodes, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à percevoir la projection. Peut-être remarquez-vous que la personne réelle ne correspond pas à l'image que vous avez créée. Peut-être réalisez-vous que vos fantasmes en disent plus sur vous que sur elle. Peut-être, dans des moments de clarté, reconnaissez-vous que vous projetez votre âme sur un être humain faillible. Cette reconnaissance est le premier pas vers ce que Jung appelait le retrait de la projection. C'est le moment où vous commencez à séparer ce qui appartient à la personne et ce qui est à vous. Les personnes qui ont vécu un amour silencieux prolongé développent souvent cette capacité à voir leur propre projection. Elles ont appris, à leurs dépens, que ce qu'elles voient chez les autres n'est pas toujours réel. Cette compétence est inestimable
Cela signifie que vous pouvez entrer dans des relations futures avec plus de clarté. Vous pouvez reconnaître quand vous projetez et vous ajustez. Vous pouvez aimer des personnes réelles au lieu d'images idéalisées. Gardez cela, car cela prendra tout son sens quand je vous révélerai la quatrième charge. La quatrième charge est l'intégration forcée de l'anima ou de l'animus. Jung enseignait que l'objectif du développement psychologique est l'individuation, devenir entier, intégrer toutes les parties de soi-même, y compris les parties inconscientes. L'une des tâches les plus importantes de l'individuation est d'intégrer l'anima pour les hommes ou l'animus pour les femmes. Cela se produit normalement à travers les relations. Vous projetez, la réalité frustre. L'anima, projection, vous retirez et éventuellement vous intégrez, mais dans l'amour silencieux, ce processus se déroule différemment, sans la réalité. Pour forcer le retrait, beaucoup de personnes restent piégées dans la projection pendant des années. Cependant, pour certaines âmes, quelque chose de différent se produit. L'intensité même de l'expérience, la douleur prolongée, la réflexion constante, finit par forcer une intégration par un autre chemin. Au lieu de retirer la projection, parce que la réalité l'a frustrée, vous commencez à la retirer, parce que le processus interne a méri. Vous n'avez pas besoin de la personne réelle pour intégrer votre anima ou votre animus. Vous le faites. À travers le travail intérieur, Jung considérait cela comme une forme plus élevée d'intégration, plus difficile, oui, plus douloureuse, définitivement, mais potentiellement plus complète. Les personnes qui parviennent à faire cela portent une intégration qui ne dépend pas de partenaires externes. Elles ont fait le travail seules, et la cinquième charge est la plus profonde de toutes. La cinquième charge est la conscience de la nature symbolique de l'amour. La plupart des gens pensent que l'amour concerne l'autre personne. Il s'agit de trouver la bonne personne, d'avoir la bonne relation, de vivre la bonne vie ensemble. Mais Jung a découvert quelque chose de troublant. L'amour humain est toujours, à un certain niveau, symbolique. Quand nous aimons, nous n'aimons pas seulement une personne, nous aimons ce qu'elle représente. Nous aimons l'image que nous projetons sur elle. Nous aimons la promesse de plénitude qu'elle semble offrir. Cela ne signifie pas que l'amour n'est pas réel. Il est profondément réel, mais il est réel d'une manière différente de ce que nous imaginons. Les personnes qui ont aimé en silence arrivent souvent à cette compréhension parce que, sans la distraction de la relation réelle, elles sont forcées de confronter la nature de l'amour lui-même. Qu'est-ce que vous aimez exactement quand vous aimez quelqu'un que vous ne connaissez pas véritablement? Que désirez-vous quand vous désirez quelqu'un que vous n'avez jamais touché? Qu'est-ce que vous aspirez quand vous aspirez à quelqu'un qui peut même ne pas savoir que vous existez? La réponse, Jung dirait, est que vous aimez et désirez et aspirez à quelque chose en vous-même, quelque chose que vous avez projeté sur l'autre, quelque chose que vous devez intégrer. Cette conscience est dévastatrice. Au début, il peut sembler que votre amour n'était pas réel. Il peut sembler que vous avez gaspillé des années dans une illusion. Mais après la dévastation vient quelque chose de différent. Une compréhension plus profonde de ce que l'amour est vraiment. Une capacité d'aimer de manière plus consciente, plus mature, plus intégrée. Les personnes qui portent cette conscience aiment différemment. Elles n'aiment pas moins intensément. Elles aiment plus consciemment. Elles savent qu'elles aiment toujours, à un certain niveau, des symboles et des projections, et cette conscience les rend paradoxalement plus capables d'aimer
des personnes réelles. Maintenant, si ce contenu vous parle, si finalement quelqu'un met des mots sur ce que vous avez vécu, mais que vous n'avez jamais réussi à expliquer, envisagez de soutenir ce travail grâce à un super thanks. Cette connexion entre Jung et Huberman a été supprimée pendant des décennies. L'Académie maintient la psychologie et les neurosciences dans des cases séparées. Peu ont le courage de montrer comment la science moderne valide la sagesse profonde que Jung a découverte il y a un siècle. Quand vous cliquez sur le cœur doré, vous ne faites pas qu'apporter un soutien financier. Vous dites « Continuez à révéler ce que l'Académie cache, continuez à unir la psychologie profonde avec les neurosciences, continuez à m'aider à comprendre ce que mon âme porte en elle. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif de ce contenu. Vous faites partie d'une communauté qui cherche à comprendre les couches les plus profondes de l'expérience humaine. Mais je n'ai pas encore fini, parce que maintenant, je dois vous révéler le protocole que Huberman a validé pour transformer l'amour silencieux en croissance consciente. Avant de vous donner le protocole, je dois vous expliquer pourquoi il fonctionne. Et pour cela, je dois vous parler de la découverte d'Helen Fisher. Helen Fisher est une anthropologue biologique qui a passé des décennies à étudier l'amour du point de vue neurologique, et elle a identifié quelque chose qui valide complètement la vision de Jung sur l'amour silencieux. Fisher a découvert que l'amour n'est pas une émotion unique. Ce sont en fait 3 systèmes cérébraux distincts qui peuvent opérer ensemble ou séparément. Le premier système est la luxure. Elle est gouvernée par la testostérone chez les 2 sexes. C'est l'impulsion sexuelle brute, le désir physique, la volonté de reproduction. Le deuxième système est l'attraction romantique. Elle est gouvernée par la dopamine. C'est cette sensation d'être amoureux, de ne pas pouvoir arrêter de penser à quelqu'un, de ressentir de l'euphorie quand on voit la personne. Le troisième système est l'attachement. Il est gouverné par l'ocytocine et la vasopressine. C'est le lien à long terme, la sensation de confort avec quelqu'un, la connexion profonde. Voici l'intuition cruciale. Dans les relations normales, ces 3 systèmes s'alignent. Éventuellement, vous sentez de l'attraction qui mène à l'intimité, qui génère de l'attachement, mais dans l'amour silencieux, quelque chose de différent se produit. Vous avez le système d'attraction romantique en surcharge, la dopamine qui s'emballe constamment, des pensées obsessives à propos de cette personne, l'euphorie et l'agonie qui alternent sans cesse. Mais vous n'avez pas d'activation correspondante des autres systèmes. Sans intimité physique, la convoitise reste abstraite. Sans véritable vie commune, l'attachement ne se forme pas complètement. Le résultat est un déséquilibre neurologique profond. Votre cerveau expérimente un amour intense, sans les composantes qui normalement l'ancrent, et finissent par l'apaiser. Jung décrivait cela en termes différents. Il parlait de l'amour qui reste dans le royaume de la fantaisie, ne touchant jamais la terre de la réalité, de la projection qui n'est jamais testée face à la personne réelle. Mais la conclusion est la même. L'amour silencieux est une forme intensifiée et déséquilibrée d'expérience amoureuse. Et c'est pour ça qu'il est si transformateur. Et c'est pour ça qu'il laisse des marques si profondes. Maintenant, le protocole. Ce que Huberman a découvert sur la neuroplasticité montre que le cerveau peut être consciemment reconfiguré. Les mêmes mécanismes qui ont créé les schémas de l'amour silencieux peuvent être utilisés pour les transformer. Et ce que Jung a enseigné sur l'intégration de l'anima et de l'animus montre qu'il existe un chemin de développement à travers l'amour non partagé, non pas malgré lui, mais à travers lui. Le protocole comporte 5 étapes qui doivent être pratiquées pendant au moins 90 jours. C'est le temps minimum pour créer de nouveaux schémas neuronaux stables, selon les recherches de Huberman. Étape 1.
Reconnaissance consciente de la projection. Chaque jour, de préférence le matin. Réservez 5 minutes pour ce que Jung appelait l'imagination active axée sur la projection. Asseyez-vous en silence. Faites venir l'image de la personne dans votre esprit. Mais au lieu de fantasmer sur elle comme vous le faites normalement, faites quelque chose de différent. Demandez-vous, qu'est-ce qui, chez cette personne, m'attire? Quelle qualité je vois en elle? Soyez spécifique. Ne dites pas simplement qu'elle est incroyable. Listez les qualités spécifiques. Intelligence, humour, beauté, mystère, bonté. Peu importe. Maintenant, demandez-vous, ces qualités existent-elles en moi? Si vous êtes attiré par l'intelligence de cette personne, valorisez-vous votre propre intelligence. Si vous aimez son humour, exprimez-vous votre propre humour. Si vous admirez son courage, reconnaissez-vous votre propre courage. Jung enseignait que nous projetons ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Si vous projetez de la bonté sur quelqu'un, c'est peut-être parce que vous ne reconnaissez pas votre propre bonté. Si vous projetez du mystère, c'est peut-être parce que vous réprimez votre propre côté mystérieux. Cet exercice commence à séparer ce qui appartient à la personne et ce qui vous appartient. C'est le premier pas pour récupérer la projection. Neurologiquement, vous créez de nouvelles voies dans le cortex préfrontal qui modulent l'activité du système limbique. Vous entraînez votre cerveau à traiter l'attraction de manière plus consciente et moins réactive. Étape 2. Journal de dopamine. Huberman parle beaucoup de la gestion de la dopamine. Et dans l'amour silencieux, vous avez un sérieux problème de dopamine. Votre système est constamment activé par quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir. Le journal de dopamine est un outil pour prendre conscience de cela. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez « Combien de fois aujourd'hui ai-je pensé à cette personne? Qu'est-ce qui a déclenché ces pensées? Comment me suis-je senti avant la pensée? Comment me suis-je senti pendant? Comment me suis-je senti après? Ne jugez pas. Observez et enregistrez simplement. Ce que vous allez découvrir au fil des semaines, c'est que certains déclencheurs sont prévisibles. Certains états émotionnels vous amènent à penser à elles. Certaines situations, certains lieux, certains moments. Une fois que vous identifiez les déclencheurs, vous pouvez commencer à intervenir. Non pas pour supprimer les pensées, ça ne fonctionne pas, mais pour les comprendre et, éventuellement, les transformer. Jung appelait ça « amener l'inconscient à la conscience ». Huberman appellerait ça « créer une régulation descendante du système limbique ». Le processus est le même. Étape 3. Investissement dans des alternatives à l'ocytocine. Vous vous souvenez que j'ai dit que dans l'amour silencieux, vous avez beaucoup de dopamine et peu d'ocytocine. La troisième étape aborde cela directement. L'ocytocine est libérée par la connexion, mais ça ne doit pas nécessairement être une connexion romantique. Ça peut être une amitié profonde, ça peut être la famille, ça peut même être la connexion avec les animaux. Des études montrent que caresser un chien libère de l'ocytocine chez les deux, l'humain et l'animal. Pendant les 90 jours, investissez consciemment dans des sources d'ocytocine qui ne dépendent pas de la personne que vous aimez. Passez plus de temps avec de vrais amis. Renouez avec des membres de votre famille. Si vous n'avez pas de relation profonde, commencez à les construire. Offrez votre aide à autrui. Recevez l'aide des autres. Le toucher physique non romantique, les câlins d'amis, ont un effet neurologique réel. Vous rééquilibrez votre système. Vous donnez à votre cerveau l'ocytocine dont il a désespérément besoin, à partir de sources qui sont disponibles. Ça ne va pas vous faire arrêter d'aimer la personne, mais ça va rendre votre amour moins désespéré, moins dévorant, moins douloureux. Jung dirait que vous distribuez votre énergie psychique de manière plus saine, ne mettant pas toute votre âme dans une seule projection, mais en investissant dans de multiples connexions réelles. Étape 4. Ritualisation du deuil. C'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape que la plupart des gens évitent. C'est l'étape qui fait toute la différence. Aimer en silence implique une perte. Vous avez perdu quelque chose que vous n'avez jamais eu, mais la perte est réelle. Vous avez perdu la possibilité. Vous avez perdu le futur que vous aviez imaginé. Vous avez perdu la version de vous-même qui existerait dans cette relation.
Cette perte doit être pleurée, non pas évitée, non pas supprimée, non pas rationalisée, pleurée. Réservez un moment chaque semaine, le même horaire, le même endroit si possible, pour consciemment pleurer cette perte. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, ce dont vous avez besoin. Pendant ce temps, permettez-vous de tout ressentir, la tristesse, le regret, la colère, les frustrations, le désir de ce qui n'a jamais été. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. Si vous avez besoin d'écrire des lettres que vous n'enverrez jamais, écrivez. Mais quand le temps sera écoulé, levez-vous, essuyez votre visage, retournez à la vie. Jung enseignait que les émotions qui ne sont pas exprimées ne disparaissent pas. Elles vont dans l'inconscient et, de là, contrôlent notre vie de manière que nous ne percevons pas. En ritualisant le deuil, vous donnez une expression consciente à la douleur. Vous la traitez à travers le système, au lieu de la laisser s'accumuler. Huberman a validé cela en termes de traitement du trauma. Les émotions qui sont vécues pleinement, dans un contexte sûr, sont métabolisées par le cerveau. Elles perdent leur charge. Elles s'intègrent. Étape 5. Récupération de la projection à travers le rêve. C'est l'étape la plus jungienne de toutes. C'est celle qui peut paraître la plus étrange pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le travail de Jung. Mais c'est aussi potentiellement la plus puissante. Jung a découvert que les rêves sont la principale voie par laquelle l'inconscient communique avec la conscience. Et quand vous travaillez à l'intégration de votre anima ou de votre animus, vos rêves le reflètent souvent. Avant de dormir, posez une question à votre inconscient. Cela pourrait être « Qu'ai-je besoin de comprendre concernant cet amour ?» ou « Que représente cette personne pour moi ?» ou encore « Qu'ai-je besoin d'intégrer ?» N'attendez pas une réponse littérale. Les rêves parlent en symboles. Gardez un carnet à côté de votre lit, au réveil, avant toute autre chose. Notez le moindre fragment de rêve dont vous vous souvenez. Ne jugez pas. N'interprétez pas encore. Enregistrez simplement. Au fil des semaines, des schémas vont émerger, des images récurrentes, des thèmes répétés. Et parmi ces schémas, la personne que vous aimez apparaît fréquemment, mais elle apparaît sous des formes symboliques qui révèlent ce qu'elle représente psychologiquement. Jung appelait cela l'amplification du symbole. Vous n'interprétez pas le rêve, littéralement. Vous demandez « Qu'est-ce d'autre dans ma vie ou dans la culture humaine ressemble à cela ?» Vous amplifiez le symbole, jusqu'à ce que sa signification se révèle. Cela peut sembler trop mystique pour certains, mais Huberman a validé que le sommeil, et en particulier le sommeil paradoxal, est crucial pour le traitement émotionnel et la consolidation de l'apprentissage. Travailler avec les rêves n'est pas de la superstition, c'est utiliser consciemment un processus neurologique qui se produit de toute façon. Au cours de ces 90 jours, si vous pratiquez ces 5 étapes avec constance, quelque chose va commencer à changer, pas nécessairement l'amour lui-même. Vous pouvez continuer à aimer cette personne pendant longtemps. L'amour silencieux laisse des marques profondes. Mais votre relation avec l'amour va changer. Il deviendra moins consommateur, moins désespéré, plus intégré, plus conscient. Et quelque chose d'autre va se produire. Les qualités que vous projetiez sur la personne vont commencer à se manifester en vous-même. La beauté que vous voyiez en elle, vous commencerez à la reconnaître en vous. La force que vous admiriez, vous découvrirez que vous l'avez toujours eue. C'est ce que Jung appelait la récupération de la projection. C'est le moment où vous arrêtez de voir votre âme dans l'autre et commencez à la voir en vous-même. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre était un patient d'un analyste jungien, venu chercher de l'aide pour un amour non partagé de 8 ans. 8 ans à aimer en silence une collègue de travail. Elle ne l'a jamais su. Il ne l'a jamais dit. Quand il a commencé l'analyse, Pierre était convaincu que son problème était de ne pas avoir le courage de se déclarer. Il voulait que l'analyste l'aide à finalement parler, mais l'analyste, suivant la tradition jungienne, a fait quelque chose de différent. Il a demandé à Pierre de décrire la femme en détail, ce qui l'attirait exactement chez elle. Pierre a parlé pendant des séances entières, de son intelligence, de la façon dont elle semblait comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas, de son indépendance farouche,
de la façon dont elle évoluait dans le monde sans avoir besoin d'approbation. L'analyste a alors demandé « Pierre, vous considérez-vous comme intelligent, indépendant, quelqu'un qui comprend des choses que les autres ne comprennent pas ?» Pierre a hésité. « Non », a-t-il dit, « je suis plutôt banal. En fait. » L'analyste a souri. « Vous projetez », a-t-il dit. « Tout ce que vous aimez chez elle existe en vous. Vous ne vous permettez juste pas de le voir. » Les mois suivants ont été de dur labeur. Pierre a résisté initialement. Il voulait revenir à parler d'elle, de la relation qu'il aurait pu avoir, de la vie qu'il imaginait. Mais peu à peu, grâce au protocole que l'analyste a prescrit, quelque chose a commencé à changer. Pierre a commencé à reconnaître sa propre intelligence. Il a commencé à exprimer des opinions qu'il gardait auparavant. Il a commencé à prendre des décisions indépendantes au lieu de toujours chercher l'approbation. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Plus il développait ses qualités en lui-même, moins il était obsédé par elle. Pas parce qu'il l'aimait moins, mais parce qu'il n'avait plus besoin d'elle pour accéder à ces parties de lui-même. À la fin de 2 ans d'analyse, Pierre l'aimait toujours, mais d'une manière différente, moins désespéré, plus tranquille, plus intégré. Il ne s'est jamais déclaré. Il n'en a pas eu besoin. Ce qu'il cherchait vraiment en elle, il l'a trouvé en lui-même. C'est la promesse de l'amour silencieux consciemment travaillé. Ce n'est pas que la douleur disparaît, ce n'est pas que vous arrêtez d'aimer. C'est que l'amour se transforme de prison en portail, de dépendance en développement, de souffrance en croissance. Tout le monde ne réussit pas à faire cela. Certains restent piégés dans l'amour silencieux pour toujours. Ils ne récupèrent jamais la projection. Ils ne font jamais le travail. Mais pour ceux qui réussissent, l'amour silencieux devient l'une des expériences les plus transformatrices de la vie. Non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Et c'est cela que votre âme porte, que peu comprennent. Ce n'est pas seulement de l'amour non partagé, c'est un potentiel de transformation que la plupart des gens n'atteignent jamais. Maintenant, une réflexion finale. Nous vivons dans une culture qui valorise l'amour consommé, les relations, les mariages, les partenaires. Le message constant est que vous avez besoin de quelqu'un, que seul, vous êtes incomplet, que l'amour véritable est l'amour réciproque. Jung remettait cela en question. Il voyait l'amour, y compris l'amour non partagé, comme un chemin de développement psychologique, une façon de trouver en soi ce que l'on projette sur les autres. Huberman, à travers la neuroscience, montre que l'amour transforme le cerveau, que les expériences d'attachement intenses, même non consommées, créent des changements structurels. Ce que cela signifie, c'est que votre amour silencieux n'a pas été vain, n'a pas été un gaspillage, n'a pas été de la faiblesse ou de la lâcheté. Cela a été une expérience transformatrice, qui a façonné qui vous êtes, a laissé des marques dans votre cerveau et votre psyché, vous a appris des choses sur vous-même que vous n'auriez jamais apprises autrement. La question n'est pas de savoir si vous avez été transformé, vous l'avez été. La question est de savoir si vous allez utiliser cette transformation consciemment, si vous allez faire le travail d'intégration, si vous allez transformer la douleur en sagesse et l'aspiration en connaissance de soi. C'est l'invitation, c'est le chemin que peu comprennent, mais que votre âme est prête à suivre. Commentez ci-dessous, silence. Si vous avez déjà aimé quelqu'un en silence et comprenez enfin ce que votre âme portait, écrivez silence. Je veux savoir combien d'entre vous reconnaissent leur propre expérience dans cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime en silence, qui porte ce poids sans comprendre pourquoi, partagez cette vidéo. Cela pourrait être l'explication dont cette personne a besoin pour enfin commencer à transformer la douleur en croissance. Votre amour silencieux n'a pas été vain. Votre âme porte quelque chose de précieux. La question est, êtes-vous prêt à découvrir ce que c'est? À la prochaine vidéo.